Salut, c'est Maillard, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble un peu de gameplay autour de l'univers de Orquest, notamment la mise en place du scénario d'initiation, un peu de gameplay, un ou deux tours de jeu, mais aussi l'entrée fracassante de nos 4 héros orques décidés à faire valoir leurs droits. Dans Orquest, nous avons un livre de quête qui va proposer tout un tas de scénarios originaux où on y voit les orques progresser. C'est découpé en chapitres et en quêtes, et ici c'est l'introduction. En général, dans une quête, nous avons l'implication des orques avec un texte d'ambiance, le placement des tuiles, le placement des tokens qui vont révéler le décor avec les portes, les entrées, les sorties, un enjeu principal, un objectif principal, un enjeu secondaire qu'il n'est pas tenu évidemment d'accomplir, mais bien sûr, quand nous cognons, quand nous allons à la baston, eh bien nous gagnons de l'expérience. Et c'est tout là l'enjeu d'Orquest, parce que c'est un univers qui propose d'avancer avec des orques. Ces orques vont gagner en expérience, ils vont découvrir du loot, ils vont pouvoir crafter, ils vont avoir plus de puissance, et c'est ainsi que vous allez pouvoir affronter de plus grands dangers encore. Dans ce scénario, nous avons le placement de différents éléments. Il y a des portes au niveau des salles, nous avons un lit, nous avons un baril, nous avons une caisse, nous avons ici le token qui indique l'objectif secondaire, nous avons ici une double porte avec une table. Tous ces éléments vont avoir un impact technique dans la rencontre avec les PNJ, les antagonistes, les humains qui vont vouloir vous en mettre plein la tronche. Nos héros sont des parias pas contents. Ils doivent traverser tout le royaume pour aller décapiter la tête de l'hydre. Aller voir les humains qui sont à l'origine de l'immense guerre qui se prépare et qui risque d'éradiquer les leurs. Donc, ils sortent des bois sanglants tranquillement. Ce village représente la première rencontre de ces orques, la mise en bouche, l'entraînement. Ils sont ensemble, ils doivent rentrer par cet endroit du plateau qui est représenté ici par ce token, traverser, faire en sorte à ce que tout le monde prenne une dérouillée et sortir par ici. Évidemment, là nous avons une cloche qui indique le risque de sonner l'alerte et de voir débarquer encore plus d'ennemis. Donc, objectif principal, traverser tout le plateau, tuer tout ce qui est vivant et potentiellement récupérer ici cet objectif secondaire. Dans l'histoire, l'objectif secondaire est représenté par une sorcière. En effet, le village se vante d'avoir capturé une sorcière dont les yeux tuent au premier regard. On va lui récupérer ses yeux et ça va nous servir, hein, un peu de stuff, c'est pas de trop. Donc voilà, objectif principal ici, objectif secondaire là. Autour du plateau, nous avons l'entrée des patrouilles, donc des ennemis qui vont augmenter en nombre au fur et à mesure et qui rentrent et sortent par ici. Nous avons autour du plateau les éléments suivants. Quelques figurines ici qui représentent les paysans, parce que nous avons dans le scénario indiqué comme ennemis des paysans et des chiens de garde. Nous avons là les orques 4. Alors je joue tout seul cette fois-ci, bien sûr, je n'ai pas d'amis, que voulez-vous, c'est ainsi, la vie est moche. Et donc quand on joue solo, nous avons 4 orques à mettre en place. Le jeu se joue de 1 à 6 joueurs et aujourd'hui nous allons voir comment Horus, Mech, Talia et Mandar vont progresser. Ici, nous avons la zone d'alerte qui représente une échelle de danger croissante. Là, nous avons comme tas de cartes du loot, là, des cartes de danger, de rencontre un peu, avec la progression des patrouilles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous allons activer les ennemis, ils vont agir. Soit on va avoir de nouveaux ennemis qui vont entrer par ici pour effectuer leur ronde, soit ceux qui sont déjà présents vont agir, continuer à progresser, à chercher leurs ennemis orques. Nous avons donc ici les 4 fiches de perso, Mandar, Talia, Mech et Horus. Ils sont accompagnés de différents éléments. Nous avons leur équipement qui est indiqué en début de partie. Par exemple, Mech a 2 dagues. Nous avons un bâton pour Mandar, un arc pour Talia, une épée pour Horus là-bas au piquet et quelques actions, hein, les actions qu'on peut accomplir au moment où on arrive au tour de jeu des orques. Comme c'est un scénario d'introduction, il y a un nombre limité qui est proposé
à chaque élément. Les cartes d'action, les cartes d'événements, parce que les orques sont irascibles, les orques sont absolument imprévisibles, et donc nous pouvons avoir des événements secondaires qui se produisent au niveau de ces soyeux personnages. Ici, nous avons la piste Badass qui représente la capacité des orques à apprendre et à accomplir des actions prodigieuses. Ici, nous avons l'ère d'apparition. Elle est plutôt modulaire, elle doit représenter l'exploration d'un lieu au moment où un orc fracasse une porte ou ouvre délicatement une porte pour y découvrir son contenu. Alors bien sûr, nous avons tout un tas d'autres éléments, mais actuellement, dans le scénario d'introduction et dans les premiers pas de l'univers, nous n'avons pas besoin de tout ça. Parce que chaque quête propose le placement de tokens et d'éléments précis. Nos 4 héros orques sortent des bois sanglants. Ils voient des paysans, ils voient des chiens de garde. Ils doivent agir, ils doivent choisir. Chaque tour de jeu se découpe de cette manière. Nous avons un orc avec 2 actions possibles. Lorsqu'il est activé, il doit choisir parmi ses actions ce qu'il fait. Il n'y a pas d'ordre précis, je peux faire agir qui je veux, mais il faut quand même que je fasse attention à la manière dont je progresse. On va faire ça de manière traditionnelle, à la façon des orques. Je vais commencer avec Horus. Horus qui va ouvrir la voie à ses amis. Horus entre dans la danse. Enfin, c'est pas vraiment une danse. Il fait plutôt valser les têtes. Le héros dispose de 2 actions qu'il va pouvoir dépenser parmi ses cartes d'action. Horus possède une carte de combat, une carte de charge et une carte de déplacement. Quand il entre sur le plateau, le déplacement est offert. Donc la première case ne compte pas comme un déplacement. Il utilise donc la carte de déplacement, ce qui lui permet de se mouvoir de 6 cases. Le déplacement concerne des cases adjacentes et non pas diagonales. Pour ce type de déplacement, il faut avoir la capacité agile, comme c'est le cas avec ce personnage, mec, dont on voit ici la capacité agile. La capacité agile permet en quelque sorte de se déplacer, un peu comme un fou dans un jeu d'échecs. Alors que Horus, lui, sera plutôt une tour. Alors bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en jeu d'échecs pour jouer à Orquest, mais vous voyez l'idée. Horus est devant la porte. Va-t-il l'ouvrir de manière délicate? Ah eh bien non, pas du tout, rien de tout ça. Il a la capacité fracassant. La capacité fracassant lui permet de traverser n'importe quel élément en bois, table, caisse, paysan, non pas paysan, porte, eh bien, il peut l'ouvrir en le traversant. Alors bien sûr, ça va faire du bruit, mais pas que. On va remplacer le token par un autre token de porte démolie. Et maintenant entre en jeu l'ère d'apparition. L'ère d'apparition va vous permettre de représenter un lieu non exploré, comme cette pièce qu'on vient de révéler. On va pouvoir représenter des pièces plus grandes, des pièces longues, des pièces larges, peu importe. En tout cas, on va pouvoir représenter ici cette pièce avec 4 cases sur 4 cases. Quand le personnage explore la pièce pour la première fois, on doit lancer plusieurs dés définis par la quête. On lâche ces dés dans l'ère d'apparition. Peu importe le type de dé, c'est uniquement indicatif. Si le dé tombe sur un décor de la pièce, on le déplace le plus proche parce qu'on ne laisse pas traîner des dés n'importe où. Il n'y a que les orques pour foutre le bazar. Nous, c'est ordonné. On doit piocher 3 jetons de présence qu'on doit disposer face cachée avant de les révéler aux emplacements des dés dans l'ère d'apparition. Voyons voir ce qu'il y a ici. Un paysan, un paysan, un paysan. Quand une porte est fracassée et que des ennemis sont révélés, ils se tournent en direction du héros afin d'avoir leur arc avant face à lui. Les orques ne sont pas connus pour leur intelligence. Et j'ai aussi envie de connaître un peu les limites de mes héros. Pour ça, je vais traverser ce qu'on appelle la zone de danger d'un ennemi sans m'arrêter. Il s'agit de la case face à lui. Chaque fois que mon héros va traverser cette zone de danger sans s'arrêter, il va subir 2 points de dégâts. Je vais procéder de la même manière avec tous mes héros qui vont explorer cette pièce pour éliminer d'abord les paysans du fond avant de finir sur celui qui est le plus proche de la porte. Après tout, être un orc, c'est aussi avoir peu conscience du danger.
Une porte ouverte, de quelque manière que ce soit, n'arrête jamais le déplacement d'un personnage. Horus a fait 2 déplacements, donc il lui en reste 4. Il se trouve dans le coin de la pièce et il lui reste une action à accomplir. Il ne peut pas commettre une attaque au corps à corps avec son épée parce qu'il est trop loin. J'avais plus ou moins prévu mon coup parce que, comme autre action, il y a la charge. De cette manière, je compte bien laisser à mes camarades le soin d'approcher dans cette pièce et de faire le ménage. Je m'occuperai de ceux qui sont dans le fond. La charge est donc ma deuxième action. Je peux me déplacer jusqu'à 4 cases. À partir du moment où je commets un déplacement d'une case, eh bien, c'est considéré comme étant une charge. Et je peux effectuer une attaque. Je compte bien renvoyer le paysan chez ses ancêtres. La fiche du paysan indique les éléments suivants. Il a 3 points de vie jaunes, il a un déplacement de 4, qui ne nous concerne pas pour le moment. On a un butin et une récompense en points de badass. Mais également une défense. J'attaque avec mon épée. L'épée possède une attaque de type dé gris, ce qui signifie que nous allons prendre un dé de cette nature et l'opposer à la défense. La défense ici est un dé blanc. Les dés d'attaque et de défense sont résolus en même temps, en un seul lancer. La face obtenue par la défense est nulle. C'est bel et bien un paysan. En revanche, plus l'attaque est puissante, plus elle commet des dégâts. On voit ici que le paysan possède une vie de type plutôt faible, jaune. Les dégâts commis sur des points de vie jaunes sont optimum. Mon attaque est optimum. Des dégâts rouges sur un personnage de ce type sans aucune défense produit 4 points de dégâts. On voit ici que le paysan n'en possède que 3. Il est éliminé. Pauvre de lui. En même temps, il le cherchait, c'était un paysan. Le paysan rapporte 0 points de badass. Il rapporte également une carte de butin. Voyons ce que Horus a trouvé sur ce paysan. Un bouclier. Horus va pouvoir prendre ce bouclier et le mettre dans ses équipements pour son prochain combat. Notez cette chose, quand un ennemi tombe du premier coup, le dieu badass est ému. Il récompense le héros avec un point badass, ce qui va vous permettre d'accomplir des actions encore plus spectaculaires en combat ou alors d'acheter de nouvelles compétences au cours de vos quêtes. Horus ne possède plus d'actions pour ce tour. C'est maintenant à Thalia d'entrer en scène. L'entrée en plateau ne coûte aucune action. En revanche, elle va devoir se déployer et utiliser sa carte de déplacement. Thalia possède un déplacement à 7 cases. Elle se positionne au fond de la pièce, pas loin d'Horus qui vient de faire une charge, pas impressionnée du tout. Elle décide de brandir son arc et de décocher une flèche, non, que dis-je, un missile en direction de ce paysan. La ligne de vue est dégagée. Thalia sait qu'il va falloir agir vite. Elle possède 2 cartes, une carte de boost et une carte d'action. Une carte de boost peut être utilisée n'importe quand pour améliorer une action. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va utiliser le point badass obtenu par Horus pour améliorer son attaque. L'attaque sera mortelle et rendra la défense de l'adversaire encore plus faible. Avec sa deuxième action, ce sera donc une attaque à l'arc. L'attaque avec cet arc s'effectue avec un dé gris. À cela s'ajoute un bonus d'un dé blanc si et seulement si je possède la classe qui correspond à cet arc. Thalia est bel et bien archer. Plus exactement un éclaireur amazorque. Le paysan, quant à lui, possède une défense avec un dé blanc. Je prends le tout et je résous l'action. La défense du paysan est digne d'un paysan. Je rappelle que la puissance des dégâts est à mettre en opposition avec le type de point de vie qu'on va entamer. Face à une défense nulle et à un personnage faible comme le paysan, les dégâts rouges retirent 4 points de vie. Thalia fait gagner au groupe un point badass, car le dieu badass est ému une nouvelle fois. Elle gagne aussi une carte butin, telle qu'indiquée sur la fiche du paysan. Elle obtient une épée qu'elle va garder sur elle et donner peut-être à un autre membre du groupe si besoin. C'est au tour de Mec d'agir. Il entre en scène en faisant une roulade. La roulade n'est pas un point de règle. Mec possède 2 actions. On va le faire bouger en éclaireur plus loin. Il ne va pas attaquer, on va laisser le mage finir le travail dans la pièce, tandis que les autres se déploient.
Horus a commis une charge, Thalia a envoyé son missile, Mech va continuer d'explorer plutôt les environs en faisant le tour de la maison. Ça va me coûter 2 actions, mais ça va m'attribuer plutôt 10 mouvements. Mech a cette capacité d'avoir un déplacement agile. Je peux le faire bouger en diagonale jusqu'à atteindre son niveau maximum de déplacement. Et là, très honnêtement, j'hésite. Je peux utiliser mon dernier déplacement pour ouvrir la porte, mais je vais plutôt attendre mes camarades. Je risque de me retrouver seul face à, bon, peut-être que des paysans, mais je ne sais pas. Il est quand même tout seul, le petit mec. Mandar entre en scène. Il n'est pas très impressionné par les autres. Il possède 2 actions, ce qui lui permet de se mouvoir de 6 cases. J'aimerais pas être ce paysan qui se retrouve avec 3 orques dans la même pièce. On dirait une soirée du mercredi. Mandar va utiliser son attaque. Mais pas que. Il ne lui reste qu'une action, mais il va acheter un point d'action supplémentaire. Pour cela, vous allez utiliser donc la piste badass. Le dieu badass peut vous permettre de dépenser les points badass pour avoir une action supplémentaire. Il va optimiser son attaque qui passera d'une simple attaque à une attaque avec brutalité. L'attaque avec le bâton de Mandar s'effectue avec un dé gris. Le fait que ce soit une attaque brutale améliore le résultat du dé gris. Un résultat jaune deviendra un résultat orange et un résultat orange deviendra un résultat rouge. La défense du paysan est un dé blanc. Je lance tout ça. J'ai obtenu un résultat orange ici sur l'attaque et un bouclier jaune. Mais l'attaque est brutale. Le dégât orange devient un dégât rouge. Chaque dégât rouge sur un ennemi de type paysan et faible commet 4 points de dégâts. Le paysan n'a que 3 points de vie. Adios, amigos. Le paysan est éliminé. Le butin est à nous, plus exactement à Mandar, mais surtout, on gagne un point de badass. Mandar trouve un bouclier qu'il va garder sur lui. Il verra ce qu'il va en faire. Nous avons pu voir ensemble à quoi correspondait un affrontement direct lorsqu'un héros orc abattait son arme vengeresse sur un ennemi. Mais que se passe-t-il lorsque cet ennemi survit? Il se produit une réaction. Imaginons que nous sommes dans le cas de figure où le sorcier Mandar n'a pas achevé son ennemi. Le paysan, comme tous les personnages, possède une réaction. La réaction du paysan est une contre-attaque. La contre-attaque s'opère avec la compétence adaptée dans ce combat. Ici, la mêlée. Le paysan possède 2 dés blancs pour contre-attaquer. Nous obtenons 2 blessures jaunes. Chaque dégât jaune produit sur un personnage avec une réserve de vie de la même couleur retire 1 point. Le sorcier Mandar vient de prendre 2 points de dégâts. Par la suite, dans une phase suivante, les ennemis vont être activés. Il faudra définir l'action de l'ennemi en lançant un dé correspondant. Ici, un dé blanc. Ainsi, plus la quête va progresser, plus nous verrons des ennemis réagir en fonction des actions des héros orques. Nous avons vu ensemble un exemple de gameplay qui touche à la fouille, à l'exploration, à l'usage de l'action et au point badass, mais sachez qu'il y a une chose qui peut tout changer entre les joueurs, les cartes événements. Les cartes événements se déploient à la fin d'un tour d'un personnage. Il peut le rendre imprévisible. Un héros orc peut tout changer dans son déroulement de tactique. En termes d'immersion, vous saurez ce qu'une vague d'orques représente dans un village de paysans qui n'a rien demandé pour mériter ça. Les effets des cartes événements peuvent varier du simple au double. Imaginez Mech perdre sa capacité de discrétion, ou encore les humains être séduits par l'apparition de Thalia, ou encore Horus complètement devenu fou, qui se met à cogner ses alliés qui sont à côté de lui, ou encore le sorcier Mandar qui perd son équipement. À la fin de l'activation d'un héros, on pioche une carte événement. Ces effets sont à appliquer immédiatement. Par chance, nous pouvons observer qu'ils ont peu de répercussions sur le premier tour de jeu. Mais certains effets peuvent tout changer sur la progression de la quête. Parfois au profit du groupe, parfois à son détriment. Et oui, les orques sont imprévisibles. Voilà ce qui vous attend en incarnant dignement
un orc. Après, arrive le tour des patrouilles. Les patrouilles sont des ennemis qui circulent sur un chemin défini par la quête. On pioche une carte de patrouille pour voir ce qui se produit. Quand il n'y a aucune patrouille en jeu, elle ne peut pas réagir. En revanche, la carte indique si une nouvelle patrouille entre en jeu. Et c'est le cas. Le type de patrouille qui apparaît dépend de deux choses. Non seulement de la quête, mais aussi de la jauge d'alerte. Plus les orques tardent à éliminer leurs ennemis, plus le risque de voir la jauge d'alerte augmente. Une nouvelle patrouille entre en jeu. Un paysan et un chien de guerre. Nous arrivons quasiment à la fin du premier tour. Nous n'avons pas à gérer d'ennemis car il n'y a pas d'alerte donnée. Pour le moment, ce n'est que le début, mais ça va aller en s'inquiétant. Notamment parce que Mec se retrouve devant une pièce qu'il risque d'ouvrir et où il risque de révéler de nouveaux ennemis. Les 3 autres orques dans la pièce vont peut-être fouiller les lieux, vont peut-être échanger leurs équipements ou crafter. Pendant ce temps, les patrouilles vont progresser. On risque d'avoir des ennemis qui vont aller sonner la cloche, donner l'alerte, faire venir de nouvelles patrouilles, faire amplifier le danger et enfin ce sera à nous de décider si nous voulons aller récupérer les yeux de la sorcière ou si nous voulons juste traverser la zone en toute discrétion et en sortir. D'ici là et au prochain tour, nous allons réactiver les compétences des personnages pour de nouvelles combinaisons, de nouvelles possibilités, mais surtout de nouveaux massacres pour les orques. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification, donner l'alerte si vous le voulez. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. À bientôt.